Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du Club Acteurs du Sport et de la Gazette des Communes. Je suis Guillaume Doyen, le directeur des rédactions. Plus de 1000 inscrits, quel succès! Je sais que c'est l'amour du sport qui vous amène ici et vous êtes peut-être aussi intéressé par les fonds que l'Agence nationale du sport peut vous procurer. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, le plan 5000 équipements génération 2024 est doté de 300 millions d'euros pour la période 2024 à 2026. Quels équipements sont visés? Quel taux de financement? Où trouver des informations? Quatre experts vont répondre à vos questions. Alors, je vous présente Marco Santin de l'ANDIS, qui est l'association des cadres territoriaux au sport. Bonjour Marco. Bonjour tout le monde. Nos partenaires de l'Agence nationale du sport, Frédéric Sanor, le directeur général. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Et Valérie Saplana, qui est chef du service d'équipement sportif à l'ANS, évidemment. Bonjour Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Saunier va nous rejoindre, il est le secrétaire général de l'ANDES, c'est l'association des élus au sport. Monsieur Saunier est lui-même élu en Mayenne. On sera ensemble 1 heure. Posez vos questions dans le chat, il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Nos 4 experts y répondront. Sachez qu'en plus, un membre de l'ANS apportera des réponses dans le chat. Je sais qu'il m'entend, il se prénomme Guillaume comme moi et il vous apportera plein d'infos en direct. On compte sur vous, Guillaume. Frédéric, vous allez introduire rapidement le webinaire et faire un petit bilan du plan précédent qui avait un succès déjà. Oui, merci. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce webinaire de cette séquence qui est très importante pour nous, qui est devenue maintenant un rendez-vous annuel et pour lequel on essaye de partager ensemble les grands axes et répondre bien sûr aux premières interrogations sur le déploiement de ce plan. On avait engagé cette action l'année dernière et puis ça avait, je pense, permis d'apporter un certain nombre d'éclairages, de réponses. On aura cette même ambition pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va vous parler du nouveau plan, 5000 équipements Génération 2024, parce que c'est une annonce très forte que le président de la République a portée ces derniers mois et avec une édite, puisqu'on parle de 300 millions d'euros sur 3 ans. On avait bien cet enjeu d'essayer de donner de la lisibilité aux collectivités, de manière à pouvoir programmer ces travaux, qu'il s'agisse de travaux plus coûteux, plus structurants ou moins coûteux, mais sur des nouveaux équipements, peut-être à taille et à dimension plus réduite et moins coûteux, mais qui nécessitent quand même une organisation et une programmation, d'où cette logique non plus sur 2 années, pour ce nouveau plan. Alors, on va effectivement vous développer les grands axes avec, au-delà de ces 300 millions d'euros, une logique complètement nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur les équipements de proximité, on est bien sur un nouveau plan. Il s'appelle toujours 5000 parce qu'on ambitionne d'accompagner près de 5000 équipements. Néanmoins, on est bien en partie des équipements de proximité, mais également sur l'aménagement de cours d'école actives et sportives, puisque ce plan, qui s'appelle Génération 2024, il a bien pour ambition de créer beaucoup plus de liens et de synergies avec le monde scolaire, avec le développement des 30 minutes d'activité physique et sportive quotidienne, et puis les 2 heures de sport au collège. Donc, cet objectif de développer le sport scolaire et le lien, bien sûr, entre le sport scolaire, le sport territorial, qui soit organisé par les associations ou par les collectivités. Et puis également une nouvelle dimension, celle des équipements structurants. C'était une demande très forte qui avait été portée pour préciser qu'il y avait effectivement cet enjeu de pouvoir accompagner bien sûr des équipements de proximité, mais aussi de rénover nos équipements classiques, structurants, nos gymnases, nos stades et autres salles de sport de combat par exemple, ou piscines. Et donc, c'était l'objectif de dédier la moitié des financements de ce plan, près de 150 millions d'euros, sur les équipements structurants. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir plus précisément. Frédéric, peut-être avant vous faire un petit mot de vocabulaire, Frédéric, pardon. Un petit mot de vocabulaire. Structurant, ça se définit comment ?
C'est les équipements de type gymnase, stade, piscine, dans lesquels on va retrouver des pratiques associatives fédérées plus classiques, mais aussi qui sont des équipements plus coûteux. Et donc qui sont des équipements qui, bien sûr, peuvent représenter à leur construction ou à leur rénovation plusieurs millions d'euros, contre parfois quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour les équipements de proximité de taille plus réduite. Ok, super. Alors, peut-être vous parler rapidement du bilan, vous parler du nouveau plan. Ce premier plan, eh bien, on l'a effectivement lancé à la fin de l'année 2021. Il était doté de près de 200 millions d'euros et avait pour objectif à la fois de densifier et diversifier nos territoires en équipements sportifs, avec bien sûr une approche très axée libre et pratique libre à travers ces équipements de proximité, tout en ayant néanmoins l'objectif de créer plus de proximité, de synergie avec le monde associatif, bien sûr les collectivités, le monde scolaire, mais aussi le monde de l'entreprise. Le bilan, c'est effectivement aujourd'hui 5500 terrains qui ont été accompagnés dans de nombreux territoires. C'est plus de 2700, 2900 même dossiers qui ont été soutenus et un taux d'accompagnement moyen de 55% pour une moyenne de 36 000 euros par équipement. C'est donc une réalisation commune très ambitieuse qu'on a réussi à porter et donc on en est effectivement aujourd'hui très satisfait parce que finalement ça nous a permis de répondre à un besoin et peut-être de créer des nouvelles attentes en termes de pratiques sportives de proximité et peut-être aussi quand on est service des sports dans une collectivité de peut-être mieux s'interroger ou prendre en compte l'organisation et la gestion des équipements de proximité sur son territoire, ce qui était bien sûr parfois le cas et parfois un peu moins le cas. 90 types d'équipements différents ont pu être soutenus. Alors, dans le trio de tête, on retrouve les plateaux multisports, mais vous voyez, c'est près de 1500 équipements sur 5500. Donc, je pense qu'il faut effectivement se dire que ça répond à un besoin, mais que ça ne représente pas, même pas la majorité des équipements qu'on a pu accompagner sur 2022 et 2023. Également les aires de fitness, de street workout, et puis les terrains de basket 3-3 ou les tables de tennis de table, puis le pump track, les pistes de paddle qui font partie effectivement du podium, on va dire, des équipements le plus financés, ce qui est très intéressant. Et vous voyez, on a un grand nombre de types d'équipements et de pratiques sportives différentes qui ont pu être réalisées. On pourrait également parler des terrains de foot à 5 qu'on développe avec la Fédération française de football dans un partenariat très intéressant. Et puis pour finir, peut-être la vision finalement des 5507 équipements qui ont pu être accompagnés et financés avec cette cartographie qui représente bien la pluralité des territoires et du soutien qui a pu être déployé à travers ce plan. Et on espère avoir le même résultat, la même visibilité et effectivement la même couverture territoriale sur le prochain plan, que ce soit bien sûr en hexagone, mais aussi sur les territoires ultramarins pour lesquels on a une attention toute particulière. On l'avait déjà ces 2 dernières années et on continuera à l'avoir pour les 3 prochaines années. Voilà pour ce premier bilan. Et puis, on peut, si vous en êtes d'accord, peut-être passer sur les différents éléments de bilan et puis vous parler du nouveau plan. Et je laisse la main à Valérie Saplana. Mais merci beaucoup. Il y a 730 personnes en ligne, un paquet de questions. Guillaume Schwab, il répond dans le chat. Mais on va arriver assez vite aux questions, vous en faites pas. Je vous écoute, Valérie. Bon, je vous présente donc le nouveau plan Génération 2024. Voilà, donc il a été annoncé le 5 septembre dernier par le président de la République. Il a pour vocation à s'inscrire dans la continuité du plan 5000 terrains de sport, mais à aussi s'en distinguer, j'allais dire, puisqu'il va plutôt aussi s'inscrire dans la continuité des politiques publiques, des 2 heures au collège et des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Frédéric, ce que l'on souhaite au travers de ce plan, c'est renforcer le lien avec le milieu scolaire.
Son objectif, avec un budget de 300 millions d'euros, c'est de réaliser 3000 équipements de proximité, d'aménager 1500 cours d'école actives et sportifs et de soutenir 500 création ou rénovation d'équipements dits structurants, c'est-à-dire d'équipements un peu plus coûteux, un peu plus volumineux, comme l'a dit Frédéric également. Voilà, donc pour l'année 2024, on va avoir un budget de base de 94,5 millions d'euros qui va se répartir selon 3 axes. Donc, on va poursuivre le plan 5000 qui soutient les équipements de proximité, ça constituera l'axe 1 avec 45 millions d'euros. On va donc aménager les cours d'école actives et sportives. Alors, cours d'école, la terminologie, elle est un peu réductrice, puisque derrière ce vocable, en fait, on va financer vraiment les cours des écoles primaires, des établissements secondaires et j'allais dire des espaces au sein des universités. Hein, donc, c'est vraiment très large et c'est vraiment à tout le stade de l'enseignement. Voilà, là, on disposera de 10 millions d'euros pour 2024. Et puis, l'équipement, l'axe 3, donc, qui concernera les équipements structurants, disposera de près de 40 millions d'euros, 39,5 exactement. Donc, c'est beaucoup plus que les années passées de ce point de vue. Avec une moyenne, puisqu'on a une cible en nombre d'équipements à atteindre, là aussi, on a nos 5000 à atteindre, comme pour le plan 5000 terrains de sport d'ici 2026. Donc, ça nous fait une moyenne, un montant moyen de subvention par équipement de 40 000 euros pour les équipements de proximité. Ça, c'était déjà le cas par le passé. Ça n'a pas bougé. On reste stable. 20 000 euros en moyenne pour les cours d'école actives et sportives et 270 000 euros en moyenne pour les équipements structurants. Voilà. Alors, la particularité, on y reviendra, c'est qu'un tiers de ces équipements devra être situé dans les quartiers politiques de la ville ou à proximité immédiate. D'accord. C'est vrai que le plan 5000 terrains de sport, il avait particulièrement bénéficié aux territoires ruraux, ce qui est très bien, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure dans la présentation, mais près de 70% des équipements qui ont été soutenus l'ont été dans les territoires ruraux. Voilà, donc là, il y a une petite tentative aussi de rééquilibrage et aller vers les quartiers prioritaires de la ville. Alors, je vous détaille les grandes orientations, les grands critères axe par axe. Sur l'axe 1, nous aurons donc un budget de 48 millions d'euros qui comprend des reliquats que nous avons transférés qui restaient de l'année 2023 sur 2024, des annulations de crédits qu'on a reportées aussi pour vraiment gonfler le budget au maximum. Et on va reconduire le partenariat avec la Fédération française de football pour le cofinancement des terrains de foot 5 et futsal extérieur à hauteur de 1,4 million dans un premier temps, comme l'année dernière. Ça, c'était déjà prévu dans la convention financière que l'on avait signée en 2023 avec la Fédération française de foot. Donc, on reconduit ce qui vient abonder le budget de l'agence et permettre de réaliser encore un peu plus d'équipements de proximité. Donc, par rapport à l'année dernière, ce qui évolue, donc les équipements de proximité restent les mêmes. Ça, c'est toujours les petits équipements pas chers, extérieurs, majoritairement extérieurs, non fermés à l'exception des dojos solidaires, qui consistent à aménager des locaux existants pour en faire des petits dojos. À cette exception-là, on n'a que des équipements extérieurs peu coûteux, démultipliables sur tout le territoire. Excusez-moi, un petit point. Ça ne change pas. Oui. Encore un point de vocabulaire, pardon. Donc, les équipements structurants, on a dit ce que c'était. L'équipement de proximité, vous pouvez donner un exemple de ce que ça peut être ? Oui, c'est tous les équipements que Frédéric a cités tout à l'heure en faisant le bilan du plan 5000 terrains. Ce sont des petits équipements peu coûteux, extérieurs majoritairement, non fermés, et démultipliables de par leur coût sur tout le territoire. Donc, ce sont les plateaux multisports, les terrains de basket 3x3, les terrains de hand à 4, les terrains de beach volley, les skateparks, les pump tracks. Enfin, donc, c'est vraiment dans la continuité du plan 5000 terrains de sport. Là, on continuera à financer les mêmes équipements. Donc, petits équipements peu coûteux. Ce qui va évoluer, c'est les porteurs de projets éligibles. On aura toujours toutes les collectivités territoriales, toutes les associations à vocation sportive. On va rajouter les universités et les établissements et services médico-sociaux, donc qui s'occupent de personnes en situation de handicap.
et qui disposent aussi ou qui ont conventionné avec une association à vocation sportive pour les encadrer. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est une publique et ESMS public. Ensuite, la grande évolution, c'est que les équipements de proximité qui seront soutenus devront être situés dans ou à proximité des établissements scolaires cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment la grande évolution par rapport à l'année dernière. Et on va demander qu'une convention d'animation qui existait déjà les années passées soit signée cette fois-ci au moins avec un établissement scolaire. Ça n'empêchera pas de signer avec des clubs, etc. par ailleurs sur d'autres créneaux horaires, mais il faudra à minima qu'il y ait une convention d'animation avec au moins un établissement scolaire. Ce dispositif n'était pas ouvert, en fait, il portait essentiellement sur de la création, création d'équipements de proximité, requalification lorsqu'on crée un nouvel équipement sur un équipement qui n'était plus utilisé, qui était obsolète, en changeant de nature d'équipement. On passait par exemple d'un terrain multisport abandonné à un terrain de tennis ou autre chose. C'était de la requalification, mais dans le fond, c'était de la création. Pour répondre aux attentes des territoires ultramarins, on va ouvrir ce plan à la rénovation, mais uniquement dans les territoires ultramarins, simplement pour les aider, puisqu'ils subissent un climat particulièrement érosif. Donc, uniquement dans ces territoires, on autorisera les rénovations d'équipements de proximité existants. D'accord, ça c'est important. Voilà, on a pris. Oui, absolument. Oui. C'est vraiment là aussi une des évolutions majeures, mais seulement en territoire ultramarin. Ensuite, on aura piscine mobile et flottante d'un coût strictement inférieur à 500 000 €. Ce n'était pas très clair l'année dernière, donc là, on clarifie. Celles qui seront d'un coût supérieur seront éligibles au titre de l'axe 3 sur les équipements structurants. Donc, on a bien réparti les choses. Les salles autonomes connectées qui étaient sur ce dispositif, des petits équipements de proximité, étaient un peu atypiques, elles étaient chères. Finalement, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. On les financera dorénavant sur l'axe 3 des équipements structurants également. Voilà, le taux de subvention l'année dernière était encadré. On voulait vraiment avoir un effet levier entre 50 et 80%. Finalement, ça posait plus de problèmes qu'autre chose parce que des collectivités avaient déjà obtenu des subventions et que le taux dépassait les aides publiques admissibles, les 80%. Donc, on a ouvert aujourd'hui, j'allais dire, c'est à partir de 1% jusqu'à 80% sans seuil. Voilà. Et puis, donc, ce fameux 1/3 des équipements qui devront être situés cette fois-ci en QPV. Donc, ça, c'est plutôt au service déconcentré d'être vigilant pour qu'on puisse atteindre la cible. Alors, c'est une cible au terme des 3 années, mais si on ne veut pas avoir un effet de rattrapage à avoir en 2026 et contraindre les porteurs de projets à être en QPV, il vaut mieux essayer de se rapprocher de cette cible le plus possible. Pardon Valérie, voilà, donc oui. Guillaume Schwab, il vient de mettre en ligne le lien vers les QPV pour savoir leur localisation. Il y a pas mal de questions là-dessus, les quartiers politiques de la ville. Donc, il y a une définition, évidemment, et vous pouvez retrouver la liste sur un site officiel. Je vous laisse la parole. C'est ça. Oui, tout à fait. De toute façon, dans la note de service que l'on va diffuser prochainement auprès, vraiment, vous savez, comme on le fait chaque année, des préfets de région, des préfets de département, des services déconcentrés, de toute notre comitologie, des collectivités, du monde sportif et du monde économique, on précisera bien évidemment tous ces liens. Donc les porteurs pourront s'y référer pour regarder si effectivement ils sont ou pas à proximité d'un QPV, et ça sera aussi le travail des services instructeurs, que ce soit les services déconcentrés ou nous-mêmes, de le regarder. Donc, comme l'année dernière, sur cet axe des équipements de proximité, on avait 2 volets, c'est-à-dire une partie des crédits conservés au niveau de l'agence pour soutenir des projets obligatoirement multiples, c'est-à-dire pas de projet individuel. Au niveau national, on ne s'occupera pas du plateau multisport ou du terrain de basket 3-3 seul. On instruira que les dossiers qui comportent plusieurs projets ou qui sont multiterritoriaux. C'est exactement comme l'année dernière, puisque en fait, les DRAGES sont organisés par région. On ne peut pas déposer auprès des DRAGES
un dossier qui porterait sur plusieurs équipements situés dans des régions différentes. Voilà. Donc, c'était pour qu'on puisse, au niveau national, déposer des projets multiples ou multiterritoriaux. De demande est un peu plus élevé, il est à 50 000 €. Et on reconduit le guichet unique agence FAFA pour le cofinancement du plan 5000 terrains de sport, pour le financement des terrains de foot à 5 et de futsal extérieur. Et donc, c'est un peu l'exception parce que là, les collectivités, pour ces projets qui peuvent être uniques, individuels, pourront déposer au niveau national. C'est le guichet unique agence FAFA. Voilà, c'est vraiment la dérogation. Alors, juste une chose. Les collectivités. Valérie, oui. Juste une chose là, parce qu'une question qui revient pas mal, et c'est Guillaume qui y répond, votre collègue. Une collectivité peut déposer un dossier comprenant plusieurs équipements dans plusieurs QPV de sa commune. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, plusieurs équipements par dossier, c'est possible. Ah oui, tout à fait. C'est possible au niveau régional ou au niveau national. La seule chose, c'est qu'au niveau national, on a une contrainte particulière. C'est seulement les régions ou les départements qui pourront déposer, ou les fédérations, les ligues, les comités départementaux et les associations à vocation nationale. Comme ce sont des projets obligatoirement multiples, il faut qu'ils puissent être portés par des structures qui sont viables financièrement, qui ont un peu plus de solidité financière. Donc, on est plutôt sur des structures à caractère plus national, quoi, j'allais dire, moins local. Voilà. Et donc, au niveau régional, ça sera tous les autres dossiers avec un seuil de demande un peu plus bas, donc à 10 000 €. Sur les cours d'école actives et sportives, donc nous aurons un budget de 10 millions d'euros en 2024. Donc, il s'agira, j'allais dire, de rendre ces cours d'école plus actives, plus sportives par des aménagements, donc qui consisteront en du design actif sportif. Donc, marquage au sol de terrain de foot, de limite de terrain de foot, de marelle s'il le faut, ou de tout autre marquage qui incitera les jeunes, j'allais dire, à ne pas rester statiques devant leur écran de téléphone, mais qui les inviteront à venir pratiquer une activité. Et puis, on pourra y financer selon le niveau de l'école, groupe scolaire depuis la maternelle, la primaire, le collège, le lycée ou l'université. On pourra y financer tous les types de petits équipements de proximité éligibles au titre de l'axe 1, de matériel. Et là, on a tout ce qui peut exister qui ne sera pas, j'allais dire, juste de l'amusement, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer des toupies où les jeunes, les enfants s'assiedent et puis tournent dessus sans rien faire. Hein. C'est pas l'idée, c'est de les amener à avoir une pratique. Même en maternelle, j'allais dire, c'est travailler l'équilibre, c'est travailler la motricité, donc c'est rendre les enfants actifs. Voilà, là, toutes les collectivités, toutes les collectivités, les universités, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les universités publiques et les ESMS publics seront éligibles vers cet axe 2 aux associations à vocation sportive, hein, puisque en fait, on sera dans les cours d'école. Hein, donc, ce sont les propriétaires des écoles qui seront bien évidemment éligibles. Rappelez-nous ce que sont les ESMS. ESMS, les établissements et services médico-sociaux, donc publics. Voilà, c'est vraiment très, très varié. Hein. Il y a une multiplicité d'établissements. Ça peut être les ESAT, pour parler un peu à tous. C'est un peu cette typologie d'établissements qui s'occupent de personnes de handicap ou en difficulté, j'allais dire, en rupture sociale, etc. Et c'est vraiment pour leur apporter une façon de se développer, de sortir un peu de leurs difficultés. Voilà, on aura un coût minimum d'équipement sportif ou de matériel. Alors, on est sur de l'investissement. Ce dispositif, il existait l'année dernière au titre des subventions de fonctionnement au sein de l'agence. Donc, j'attire là-dessus. On est sur des subventions d'investissement. Donc, on va remonter un peu le seuil de demande de subvention à 5 000 € minimum. Et on ne pourra pas financer de matériel, j'allais dire, d'un coût unitaire inférieur à 500 € hors taxe,
puisque ça, c'est la définition fiscale et comptable de l'investissement. Les collectivités le savent, mais bon, voilà, je pense que c'est bien de le rappeler. La demande de subvention minimum, donc 5 000 €, maximum 25 000 €, avec un tiers en QPV obligatoirement, et puis un taux de subvention qui pourra atteindre 80% éligible. Avec un plafond maxi, si toutefois un dossier peut être aussi déposé sur plusieurs écoles pour aménager plusieurs écoles, ça c'est tout à fait possible. Et donc le montant de subvention devra rester inférieur à 500 000 €. La demande aussi par conséquent, mais en tout cas la subvention, elle, même si la demande dépasse ce seuil, la subvention, elle ne pourra pas 500 000 €. C'est vraiment le seuil plafond. Voilà, axe 3, donc comme tout à l'heure, les équipements structurants, piscine, gymnase, terrain de grands jeux, salle autonome connectée, enfin, j'allais dire tout ce qui est cher, majoritairement fermé, en tout cas beaucoup plus fermé que les équipements de proximité, et évidemment beaucoup plus coûteux. Donc là, toutes les collectivités, toutes les associations sportives restent éligibles. L'évolution par rapport au dispositif des années passées, qui était le dispositif des équipements structurants de niveau local ou locaux, que les collectivités et les services déconcentrés connaissaient bien, finalement, les projets vont devoir se localiser dans ou à proximité des établissements scolaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les piscines, les bassins mobiles ou bassins flottants d'un coût supérieur à 500 000 € seront éligibles sur cet axe-là et non pas sur les équipements de proximité, les salles autonomes connectées également. Et on va donner une priorité aux rénovations d'équipements structurants pour, j'allais dire, économiser le foncier, puisque vous savez qu'on est dans une problématique de limitation de l'imperméabilisation des sols, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on va donner une priorité aux rénovations plutôt qu'aux constructions. Voilà. On va aussi demander, et on y sera, il faudra y être vigilant, mais un accès libre pour les jeunes ou pour les associations sportives en période extrascolaire ou périscolaire. Voilà, pour qu'il y ait une utilisation maximale de l'équipement par les jeunes des environs et également par les associations à vocation sportive. Toujours un tiers de ces équipements situés en QPV et un taux de subvention, là on est sur du structurant, donc qui sera maximum de 20%. Voilà, toujours dérogatoire dans tous les cas en territoire ultramarin, avec un taux qui pourra être porté à 50% pour les bassins mobiles de natation et les bassins flottants. Hein, on a toujours un regard bienveillant sur les piscines qui sont extrêmement importantes et l'apprentissage de la natation. Donc, ces bassins seront particulièrement favorisés. Voilà, donc ce sont vraiment les principaux critères. Et donc, on aura, comme par le passé, deux processus. Hein, donc, une partie du budget, en l'occurrence 23,9 millions de l'agence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour essentiellement l'axe 1 des équipements de proximité, pour des projets multiples et multiterritoriaux et pour des porteurs de projets, j'allais dire, costauds financièrement. Et au niveau régional, pour les trois axes, 1, 2 et 3. Et donc là, il y aura 73,6 millions d'euros gérés par les préfets de région, les services déconcentrés. Donc, au niveau des services déconcentrés, il faudra demander aux services les dates limites de dépôt des dossiers. Hein, sachant qu'on demande que la dernière conférence des financeurs qui examinera les dossiers complets, conformes et éligibles devra se réunir d'ici au 13 septembre au plus tard. Voilà, nous au niveau de l'agence, comme il n'y a pas d'intermédiaire, on ouvrira jusqu'au 30 septembre, mais c'est vraiment la deadline. Au 30 septembre, tout est bouclé, les appels à projets sont clos définitivement, toutes les subventions sont attribuées et ensuite on est vraiment on passe à la phase comptable d'engagement des crédits qui ont été attribués. Voilà, donc ça c'est vraiment des deadlines extrêmement importantes à respecter par tous.
Voilà, donc au niveau régional territorial, bien prendre la tâche des services déconcentrés en premier pour connaître ces dates limites de dépôt qui varient d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. Donc, c'est extrêmement important pour les collectivités de prendre la tâche des services en premier. Et ça l'est également par rapport à Infrasport, puisque vous savez que depuis… Alors, je passe très vite sur la diapositive des principaux critères d'éligibilité. C'est les autres critères. Comme on va diffuser ce diaporama, les collectivités et tous les porteurs de projets potentiels pourront en prendre connaissance. C'est le rappel des règles de base, autres que celles que j'ai présentées tout à l'heure. Voilà, donc je vais passer. Infrasport qui a été mise en place depuis l'année dernière et qui permet de déposer les demandes de subventions en ligne. Et là encore, il faut prendre la tâche des services déconcentrés du département de localisation de l'équipement ou de la région, s'il n'y a pas de référent en département. Donc, SDGES, les services départementaux jeunesse, engagement, sport, ou les DRAGES, les directions régionales académiques jeunesse, engagement, pour vérifier l'éligibilité du projet. Et si tel est le cas, les collectivités ou les associations ou autres porteurs éligibles créeront un compte qui leur permettra ensuite de déposer petit à petit toutes les pièces obligatoires. Toutes les pièces seront listées dans la note de service, toutes les pièces à fournir en fonction de l'axe et du type d'équipement. Voilà. Et ensuite, une fois que toutes les pièces obligatoires ont été téléchargées, le porteur de projet recevra un accusé de dépôt qui lui permettra de savoir les informations, qui récapitulera les informations fournies sur la plateforme. Et puis ensuite, les services instructeurs vérifieront l'éligibilité, la complétude et la conformité de ces pièces entre elles et délivreront, si tout va bien et si le dossier est complété, finalisé, si toutefois une pièce ne convient pas, les porteurs de projet recevront donc de l'administration, agence ou service déconcentré selon le cas, un accusé de réception de dossier éligible complet conforme qui indique au porteur de projet que son dossier sera examiné et qui permet au porteur de projet de commencer les travaux. Avant cet accusé de réception, aucun de début de travaux, sinon c'est rédhibitoire. Sinon, il n'y a aucune chance d'avoir une subvention. Donc, je le rappelle, c'est très important. Les collectivités majoritairement le savent, mais c'est vrai que ça peut être déceptif. Donc, je préfère le répéter. Voilà. Donc, ça, c'est la règle générale. Vous faites bien de le répéter parce que c'est comme une question qui arrive de temps à autre dans le chat l'année dernière. En tout cas, c'est une question qui a été posée. Est-ce que cette présentation, Valérie, je pourrais la diffuser sur le site Acteurs du Sport et Gazette des Communes? Tout à fait, très bien. Absolument. Très bien, je le ferai. Donc, ça, c'est aussi une question qui est très, très souvent posée. Sur votre présentation, là, vous vouliez rajouter encore quelque chose, Valérie, ou vous en avez fini? Peut-être un mot pour préciser que… Peut-être un mot, comme je l'ai expliqué, pour préciser que ce cadre-là va être maintenant officialisé dans le cadre de la note de service 2024 qu'on devrait diffuser dans la journée. Donc voilà, ce sera formellement consultable avec l'ensemble des modalités qui seront définies et qui seront orientées bien sûr en direction des conférences régionales du sport, conférences des financeurs, préfets, préfètes de région et services déconcentrés de l'État, ainsi que l'ensemble des membres fondateurs de l'agence et réseaux partenaires, collectivités et autres acteurs dans le courant de la journée. Merci Frédéric. J'en profite pour saluer Vincent Saunier, secrétaire général de l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport. Vincent, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Bon, vous avez entendu la présentation de Valérie, présentation technique précise qui va être assortie bientôt d'une note de service. Qu'est-ce qui, dans les éléments, dans les plans précédents, a pu embarrasser les collectivités, vos collègues élus, selon vous? Quel est le point de complexité dans un plan pareil pour eux? Moi, ce que je veux surtout mettre en avant à ce stade, c'est saluer la continuité du dispositif. Le plan 5000, c'est d'abord et avant tout un immense succès. Sur ces 2 dernières années, on a réussi collectivement à déployer partout sur le territoire
des équipements de proximité pour répondre aux évolutions des pratiques et faire en sorte que ça soit de nature à développer justement l'usage du sport. Ça, ok, le succès est pas contestable, mais dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui peut poser problème à vos collègues élus? Alors, il y avait plusieurs sujets. Il y avait, sur la première année, on avait d'abord un zonage qui était limité puisque c'était uniquement réservé aux collectivités qui étaient en ZRR, donc en zone de revitalisation rurale ou en QPV, justement. Et la deuxième année, c'est aussi ça qui a permis ce grand succès, on a ouvert à tous les territoires. Désormais, on constate que dans la continuité de ce dispositif, on poursuit une ouverture maximale, même s'il y a une orientation plus ciblée à destination des quartiers prioritaires de la ville. C'est aussi une réalité parce qu'on a dans ces quartiers un taux d'équipement qui reste inférieur. Mais néanmoins, je note que voilà, il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir, pour tous les territoires français et ultramarins, en tout cas de l'Hexagone et ultramarins, d'accéder à ces dispositifs. Moi, je note que les innovations portées, notamment si je reste sur les questions relatives aux équipements de proximité, donc les terrains de basket 3-3, les dojos solidaires ou encore les questions sur le paddle, ils trouvent à nouveau une traduction évidente. Moi, je note que l'évolution proposée d'un accès en proximité avec un équipement scolaire, là aussi, il a toute sa pertinence parce qu'il permet, encore une fois, pleinement de mutualiser l'usage de l'équipement. Et là aussi, même si ça peut paraître comme une petite contrainte, il faut avoir à l'esprit que le programme, il est assis sur deux fondamentaux. C'est d'une part investir et aménager, mais c'est aussi assurer l'animation. Et c'est ça aussi qui est intéressant, au-delà du club sportif. Ça faisait partie des observations qui avaient été formulées par nos collègues élus, les élus du premier kilomètre, de tous les terrains de sport. Ça faisait partie des observations qui avaient été posées. Donc, c'est retenu. Encore une fois, je note que dans la mise en œuvre, moi, j'invite surtout chacun à se positionner le plus tôt possible. Parce que on avait pu aussi constater sur le précédent programme que il y avait pu avoir quelques effets déceptifs parce que le montage du dossier, il fallait qu'il y ait quelques garanties sur l'accès au financement et qui n'étaient pas toujours, on va dire, réalisées. Donc, plus votre dossier est prêt facilement et désormais la note va donc être publiée comme ça vient d'être indiqué aujourd'hui, on va pouvoir sans doute activer assez vite dans les DRAGES, dans les départements, cette possibilité. Voilà, donc sur les équipements de proximité, je pense que ça s'inscrit dans la continuité. À noter là aussi une écoute importante du côté de l'agence, c'est sur un sujet qu'on avait remonté à l'ANDES, qui est la question des territoires d'outre-mer, notamment pour la possibilité d'engager un principe de rénovation. Ça aussi, c'était un élément très important qui était souhaité par nos collègues ultramarins. De la même façon, je note qu'on a aussi une attention particulière sur les enjeux de requalification. Ça aussi, c'est un élément important sur la possibilité de réhabiliter un ancien terrain, de lui trouver une autre affectation pour limiter, on le sait, les enjeux de foncier. Parmi les autres éléments que je veux pointer, c'est évidemment donc la prolongation du dispositif qui avait été lancé sur les cours actives et sportives, avec là aussi des éléments importants qui ont été intégrés. Je pense aux petits équipements de proximité. En tout cas, par exemple, les tables de tennis de table qui s'inscrivent pleinement dans le dispositif de la Fédération française de tennis de table. C'est évidemment les arbres à basket de la. C'est aussi toujours au titre du judo, pas mal d'initiatives là aussi de construction de tatamis de proximité. En tout cas, beaucoup d'initiatives qui sont pleinement reprises dans cette note, avec un point que moi je souhaite vraiment mettre en avant. Sur la précédente, en tout cas l'année passée, sur les cours actives et sportives, ça avait vraiment concerné tout le territoire, au cœur de la ruralité. Moi, je peux vous citer des exemples en Sarthe, en Mayenne, mais aussi dans certaines communes d'Île-de-France. Moi, j'invite chacun en fait à plutôt avoir une démarche de concentration des dossiers
pour faire en sorte que ça ne concerne pas simplement une école, mais bien plusieurs, parce qu'il y a un petit effet de seuil financier et si on veut l'atteindre, entre le mobilier que j'évoquais sur une table de tennis de table ou un tracé au sol sur du design actif, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer en tout cas de construire, qui me semble plus facile, y compris dans le traitement qui sera fait en territorial. Vincent, je vous arrête parce que je voulais poser une question là-dessus à Marco. Marco, c'est un plan complet, bien doté, mais c'est pas facile de remplir un dossier où il y a plusieurs éléments. Alors, moi, je pense aux intercommunalités et aux communes qui ont peu d'ingénierie, peu de personnel pour le faire. Est-ce qu'elles peuvent trouver de l'aide ? L'aide, vous l'avez déjà autour de la table, à savoir il y a des associations d'élus. Alors, l'ANDES, bien évidemment, spécialiste en la matière, mais l'AMF, d'autres associations d'élus. Après, les services déconcentrés, il ne faut pas les oublier. Je pense que l'idée d'un guichet unique qu'a lancé la Fédé de foot avec l'ANS, c'est un bon exemple. Il faudrait s'en inspirer, j'allais dire… Quelqu'un fait du bruit là. C'est peut-être vous, je ne sais pas, non, mais il ne faut pas bouger. C'est pas moi. C'est l'ANS. L'exemple donc d'un guichet unique serait utile parce qu'en effet, on a quand même, qu'on le veuille ou pas, des communes rurales qui, en termes d'ingénierie, ne sont pas tout à fait, je dirais, prêtes, même si le plan précédent a montré que ça a été celles qui ont été le mieux servies. Mais qu'on le veuille ou pas, malgré tout, je pense qu'il y a parfois quelques difficultés à ce niveau-là. Merci. Marco, Valérie, il y a des gens qui sont en train de comprendre que c'est un plan QPV seulement. Non, bien sûr que non. Voilà, non. Oui, absolument. Vincent l'a dit à l'instant. Tous les territoires sont éligibles. Tous les territoires sont éligibles. On donne encore une priorité aux territoires carencés. Totalement légitime. C'était l'objet même de l'agence. Que de réduire les inégalités territoriales. Donc, on donne une priorité aux projets qui sont situés dans les territoires carencés urbains ou ruraux, urbains QPV, ruraux, effectivement ZRR, ou communes qui sont dans une intercommunalité qui ont signé un contrat de relance et de transition écologique à caractère rural, ou encore des projets qui sont dans un bassin de vie qui comprennent plus de 50% de population en ZRR. Voilà. Mais donc, tous les territoires sont éligibles. En revanche, pour équilibrer par rapport, effectivement, aussi favoriser beaucoup, qui ont eu beaucoup de succès auprès des territoires ruraux, cette fois-ci, on va donner un objectif en nombre de projets en QPV. Voilà, mais c'est tout à fait conciliable et c'est quand même ouvert à tous les territoires. Oui, l'objectif, c'est un tiers. C'est un tiers, ce n'est qu'un tiers. Allez-y, Vincent. Et puis peut-être dire que je pense que, étant donné que c'est un plan pluriannuel, et ça aussi c'est un élément important parce qu'on a de la visibilité sur 3 ans, ça va aussi permettre d'apprécier le niveau de projet que dans les quartiers prioritaires de la ville, même si, comme ça a été indiqué, on a aussi un volume de carence qui est un peu plus important dans ce cadre-là. Je veux aussi indiquer que du côté de l'ANDES, nous, on va à nouveau publier, comme on l'avait fait l'an passé, un guide pratique à destination de toutes les collectivités pour justement expliquer, pour trouver des exemples, des témoignages de collectivités qui ont construit des projets autour des différentes thématiques sur les équipements de proximité, mais aussi cette année avec un focus important avec notamment quelques partenaires économiques sur les cours actives et sportives. C'est comment je vais renaturer ma cour parce que c'est un sujet et simultanément prévoir un aménagement, un tracé au sol, un parcours autour du savoir rouler ou encore un sujet, une proposition de mixité avec des tables de tennis de table. En tout cas, voilà, on va produire ce document qui sera aussi disponible là, sans doute au mois de mars à l'issue de la production de la note de l'agence pour pouvoir faciliter le travail de tout un chacun partout sur le territoire. Oui, il y a peu d'ingénierie parfois dans les communes rurales, mais il y a, sachez-le, des vrais outils, des réseaux, en tout cas l'ANDES en fait partie, l'ANDIS aussi techniquement, pour accompagner au mieux les élus du premier kilomètre. En tout cas, moi je veux aussi saluer la démarche plus spécifique sur les
le troisième volet dont on a un peu moins parlé, qui est celui relatif à la rénovation, en particulier des nouveaux équipements. On sait que c'est un défi majeur. Aujourd'hui, donc la proposition là, va doubler le budget sur les équipements structurants. C'est un effort substantiel qu'il faut pointer, en plus pendant 3 ans. Ça va permettre évidemment de rénover un grand nombre de gymnases, de retravailler sur, par exemple, les terrains de foot synthétiques. On sait que c'est un vrai sujet au regard des changements climatiques, des adaptations qu'on va avoir à faire, notamment sur les périodes de sécheresse. C'est aussi un défi sur l'éclairage d'un certain nombre de terrains, sur les passages au LED, parce que la facture énergétique pour les communes elle s'impose aussi à nous. Donc, on a là aussi une belle opportunité avec des solutions adaptées, une qualité d'écoute. Et puis maintenant, je pense que les dispositifs, ils sont à peu près en place pour un grand nombre d'acteurs. Et encore une fois, on a cette visibilité à 3 ans avec cet effort substantiel budgétaire qui a été fait par le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport. Donc, voilà, c'est aussi un levier qu'il faut pointer, qui s'inscrit pleinement dans un besoin très fort des collectivités. Je pense en particulier aux piscines, où on a de vrais défis dans ce cadre, au-delà des gymnases, des terrains de plaine de jeu. C'est aussi donc ces sujets-là qu'on doit pouvoir aborder avec ce plan 5000 terrains de sport. Merci. Marco, il y a une définition de « à proximité des écoles ». À proximité signifie quelque chose ou c'est au doigt mouillé? Non, mais je pense que de toute façon, l'agence, dans sa note, va vraiment bien le préciser. D'ailleurs, je profite pour dire que je suis très satisfait qu'on pense à des publics éloignés. Je l'avais dit je crois, il y a 2 ans, les étudiants font partie des publics éloignés du sport. Et investir les universités, les campus, les écoles aussi, bien évidemment, était devenu indispensable. Donc, le à proximité va être très bien précisé sur la note de service. Bien évidemment, il faut être déjà dans la structure, dans l'école à proprement dite, que ce soit collège, bien évidemment, jusqu'à l'université. Ensuite, juste un petit point, enfin 2 points. Dire aussi que ceux qui nous suivent vont comprendre, je pense aux élus en particulier, vient se rajouter aussi la levée de la FCTVA. Alors, c'est le fonds de compensation de la TVA. A priori, sur la loi de finances, ça va être levé. Ce qui est très bien parce que c'est aussi important pour les collectivités lorsqu'on investit. Voilà, et donc pour les terrains de sport et autres équipements, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça, c'est pour plus la partie technique. Enfin, si j'ai c'est pas un bémol, mais une attention particulière à tous mes collègues gestionnaires des équipements sportifs, qui soient adhérents à l'ANDIS ou dans d'autres associations d'ingénieurs et techniciens. On n'y pense jamais parce qu'on est content, on investit. C'est l'entretien, la gestion et la maintenance. Voilà, ces équipements sportifs de proximité. Je ne parle pas de ce structurant ça va de soi. Il faut quand même y porter une attention parce que c'est de notre responsabilité en tant que gestionnaire, en tant qu'élu. Donc, petit conseil, voilà, ne négligez pas ce plan de maintenance, tout simplement. Et dernier point, je pense que les élus et nous gestionnaires, on voit paraître grâce à ce plan aussi, on va dire, des équipements intergénérationnels. Et c'est ce qui est intéressant avec ce plan, c'est qu'on peut mixer des publics, des utilisateurs différents, avec, je sais pas, un terrain de foot 5, autour une petite piste d'athlétisme, des appareils de fitness, et proche, bien évidemment, du club ou des écoles, mais aussi ouvert à tous. C'est l'intérêt aussi, pour moi, et je pense que pour mes collègues gestionnaires, d'avoir ce lien social intergénérationnel. C'est, je pense, un plus que peut amener ce plan dans un territoire, et ça structure un territoire, ou un village, un quartier, peu importe. Merci beaucoup, Marco. Valérie, vous confirmez que la note de service de l'ANS sera disponible aujourd'hui? Je crois qu'on peut le dire à partir du moment où le directeur général l'a confirmé. Je pense que ça sera la réalité. Bon. Oui, absolument. Elle sera diffusée. On va mettre à jour le site internet de l'agence également. Donc, agencedusport.fr, c'est vraiment extrêmement simple, mais les collectivités peuvent, les porteurs de projets au sens large, collectivités bien sûr, mais associations et autres porteurs éligibles cette année, donc pourront aller sur le site de l'agence pour y trouver donc toute information utile.
avant de prendre la tâche des services déconcentrés ou de nous-mêmes selon l'axe ou le volet qui sera retenu voilà, pour déposer une demande de subvention pour leur projet. Il y a beaucoup de questions sur la rénovation énergétique. L'axe 3 de la rénovation, est-ce que la rénovation énergétique dans l'axe 3 est finançable? Alors, oui, c'est finançable, mais dans le cadre d'un projet global. La rénovation énergétique seule a fait l'objet de plans par le passé, plan de relance en 2021, plan de relance en 2022-2023. Là, ça sera la rénovation énergétique, si elle fait partie, j'allais dire, d'un projet de rénovation globale, oui, mais seul, non, ça sera fléché vers le fonds vert, plutôt. Il faudra aller chercher des aides du fonds vert. Je pense que dans le montage… Qui dispose de conséquents encore pour soutenir la rénovation énergétique. Vincent. L'approche et l'ambition, c'est vraiment être sur ce qu'on appelle de la rénovation globale. Donc, on intègre à la fois les problématiques d'isolation, les factures énergétiques avec, par exemple, le changement au LED, les problématiques d'aération, de ventilation. Bon, voilà, c'est une approche globale. On milite même sans doute avec des belles opportunités sur nos gymnases, par exemple, au titre du potentiel de gisement solaire ou photovoltaïque. Voilà, c'est bien une rénovation globale qui est plutôt portée. Il faut avoir à l'esprit qu'on peut cumuler à la fois les crédits de l'Agence nationale, de la DETR ou de la DPV quand on est en milieu urbain, et puis aussi du fonds vert. Donc, on a des opportunités pour cumuler l'ensemble de ces fonds d'État. Peuvent s'ajouter aussi des fonds territoriaux, départements ou régions. Donc, on sait qu'encore une fois, on a un vrai défi sur la rénovation énergétique de nos équipements sportifs. Le choc énergétique de l'an passé nous l'a montré. On peut être dans une logique de sobriété, mais pour aller plus loin, il faut conduire ces rénovations. C'est pour ça qu'à l'Andes, on militait pour un grand plan Marshall. On a ici une vraie amorce qui est plutôt encourageante. Moi, je veux aussi indiquer que, notamment sur la problématique de la distance, comme président, par exemple, de la conférence des financeurs en Pays de la Loire, la règle un peu qui avait été actée au titre, par exemple, des QPV, c'est qu'il fallait être grosso modo dans un périmètre de l'ordre de 2 bons kilomètres et qu'on pouvait, autour de celui-ci, reprendre un certain nombre on va dire, d'équipements. Donc là aussi, ça participe un peu on va dire, du pragmatisme dont font preuve les conférences des financeurs avec les cellules d'instruction dans les territoires. C'est parce qu'on est en proximité qu'on est en capacité de dire ça c'est éligible, ça l'est un peu moins parce que c'est un peu plus éloigné. Moi, je pense qu'on aura la même chose au titre des écoles en milieu rural où on n'a pas toujours de cette réalité, mais en revanche, on peut avoir des RPI avec des regroupements pédagogiques. Donc là aussi, il faudra qu'on l'appréhende. Ça fait partie, en tout cas pour moi, des sujets qui sont importants. Et puis, dernier point, peut-être indiquer que concernant la rénovation énergétique et notamment les défis de rénovation globale, ça nécessite quand même de s'inscrire dans le temps long parce que techniquement, il faut quand même avoir un degré de maturité du projet assez conséquent. Donc, pour cette année, il faut avoir à l'esprit, à mon sens, que si vous n'êtes pas prêt ou votre projet n'est pas trop enclenché, ça paraît peut-être compliqué. Et donc, il faut plutôt se dire qu'il vaut mieux le planifier sur les 2 ou 3 années qui viennent, puisque justement, encore une fois, c'est l'intérêt du plan 5000 Génération 2024, c'est que ça s'inscrit dans la pluriannualité jusqu'en 2026. Donc, il vaut mieux bien préparer son dossier plutôt que de se précipiter et finalement avoir un dossier où on va avoir des problèmes de complétude de pièces techniques, etc. Et moi, voilà, ça fait partie des conseils que je porterai, au moins sur ce volet-là, concernant donc l'axe 3 de ce plan. Merci, merci Vincent. Alors, attendez, un truc important. Il y a pas mal de gens qui croient que les communes rurales ne sont pas éligibles. C'est pas ça le sujet. Il y a une répartition. Non, pas du tout. Elles le sont. Hein ? Allez-y. Elles le sont bien. Mais il y en a un tiers qui vont être priorisés, qui sont en milieu urbain et donc au titre des quartiers prioritaires de la ville. Mais toutes les communes urbaines, périurbaines sont toutes éligibles. En revanche, dans le choix et la sélection, il y en a idéalement un tiers qui sont fléchés vers les quartiers prioritaires de la ville. C'est ça qui fait un critère de priorisation.
Alors, On juste est pour d'accord. rassurer ces communes, c'était quand même dans les faits, sans qu'on l'impose, c'était déjà le cas les années passées, hein, puisqu'on a eu quand même, j'allais dire, un tiers de projets en dehors des territoires ruraux carencés, et donc 2 tiers en territoires ruraux carencés. Donc, c'était déjà un peu spontané. La seule chose, c'est qu'on veut pas que ça dérape. Voilà, et donc on veut garantir ce tiers pour les 3 années à venir. C'est tout. Donc, en fait, ça ne change rien. Il n'y a pas d'inquiétude. Les services instructeurs seront vigilants, mais normalement, c'était déjà le cas jusqu'à présent. Donc, ça continuer et les territoires ruraux sont bien éligibles. Et je complète simplement les propos de Vincent par rapport à la distance aux écoles, aux établissements scolaires. Effectivement, pour un équipement de proximité et pour un équipement structurant, la distance ne sera pas forcément la même parce qu'on n'a pas des piscines à tous les coins de rue, on n'a pas des gymnases à tous les coins de rue. Un peu plus grande lorsqu'il s'agira d'équipements structurants et un peu plus petite, c'est du bon sens. Si on veut que les jeunes et toutes les populations, le plus grand nombre d'utilisateurs puissent utiliser ces équipements, bénéficier de ces équipements, il faut pour lorsqu'ils sont petits, 5 km, ça va de soi. Les équipements de proximité, c'est vraiment la proximité, c'est le quotidien des gens, donc il faut que ce soit accessible plus rapidement. Donc là, la distance sera bien évidemment plus courte, mais je pense que c'est du bon sens, et moi j'ai complètement confiance dans les collectivités et les porteurs de projets de façon générale. Ils l'apprécieront de façon à ce que leurs équipements soient utilisés, et les services instructeurs seront vigilants de la même façon, mais avec une certaine souplesse. Voilà. Alors, un truc, Guillaume Schwab, votre collègue, donc, vient de mettre dans le chat, la plateforme de dépôt Infrasport sera ouverte dès la publication de la note de service, donc demain. Voilà. C'est ça. Et vous avez le lien voilà, vers la demain, plateforme. Parce que, voilà. Il nous faut un petit délai d'ajustement voilà. Parce qu'on y rentre tous les critères, etc. Et comme on aura la dernière touche aujourd'hui, voilà, normalement, la plateforme sera ouverte à compter de demain. Écoutez, ce que je ferai, moi, c'est dès que je vois que vous avez publié votre note, j'envoie au lecteur un lien vers cette note et j'envoie aussi en pièce jointe le document que vous venez de présenter. Donc, comme ça, ils sont informés. Voilà. Voilà, je pense que ça sera bien. Ça sera une première base. Ça sera une première base. Alors, une commune rurale sans école, est-ce qu'elle peut bénéficier d'une aide? Première question. La deuxième, combien de temps vous mettez à instruire un dossier? Alors, première réponse, oui, bien sûr. Donc, les communes rurales qui n'ont pas d'école, on y a bien pensé et c'est la raison pour laquelle on a dit que la distance serait appréciée. Il y a obligatoirement, j'allais dire, une école dans les environs au sein de l'intercommunalité et selon le type d'équipement, eh bien, voilà, si c'est un équipement structurant, on autorisera une distance plus grande à l'établissement scolaire et donc il faut que ça reste raisonnable. C'est sûr qu'il faut que ça reste raisonnable pour pouvoir être utilisé. Il faut qu'il y ait des transports éventuellement pour pouvoir y accéder. Donc, tout ça sera à regarder. Si c'est un équipement de proximité, il faudra qu'il soit plus près. Ce sera étudié, mais comme je l'ai dit, avec un peu de souplesse, bien évidemment. Sur la deuxième question, pardon. C'est le temps d'instruction. La durée d'instruction, la durée légale, c'est 2 mois à compter du dépôt des pièces. Ça, c'est la durée légale. Pour autant, je crois que ce soit au sein de l'agence ou au sein des services déconcentrés, le travail est maintenant qu'on a la plateforme Infrasport, c'est quand même un peu plus rapide. On essaie en tout cas de réduire 1% un mois. Alors, il faut savoir que ça dépend aussi des pièces qui ont été déposées et j'allais dire de la rigueur et de la qualité de ces pièces. Parce que si le dossier d'entrée de jeu est bon, ça va aller très vite. Si effectivement il manque des pièces ou qu'il y a des incohérences entre le devis, le coût total, le plan financier prévisionnel, etc., évidemment, il va falloir reproduire les bonnes pièces. Ça va prendre un peu plus de temps. Ce temps-là n'est pas dû à l'instruction par les services déconcentrés ou par l'agence, mais plutôt à la qualité du dossier qui a été déposé par le porteur de projet. Voilà. Mais donc, on essaye
on essaye d'être le plus rapide possible, sachant que voilà, le délai légal, c'est 2 mois maximum. Ok, il nous reste un peu moins d'1 minute. Et Marco, je vais vous demander un tour de force. Là, vous pouvez réexpliquer ce que c'est cette affaire de FCTVA? Non, c'est juste le fonds de compensation de la taxe de la valeur ajoutée que récupèrent les collectivités, tout simplement. Donc, chaque année, la loi de finances enlève parfois certaines compensations de TVA, en rajoute d'autres, etc. Et en particulier, depuis quelque temps, avait été enlevé lorsque vous refaisiez des terrains de sport ou des équipements sportifs. Certains travaux n'étaient plus éligibles à cette, je dirais, subvention, si on va l'appeler comme ça pour faire simple, que renvoyait l'État aux collectivités. Donc, c'est le fonds de compensation de TVA qui a été, je dirais, revu et il faut attendre la loi de finances. Voilà, mes collègues gestionnaires et élus savent de quoi je parle et j'en profite au niveau de l'Andis, n'hésitez pas à contacter chaque référent de région. Voilà, vous allez sur le site, vous l'avez, on est présent dans toutes les régions et si vous avez besoin de conseils techniques, puisqu'on est un réseau professionnel des directeurs et intervenants au service des sports, n'hésitez pas. On arrive au terme de ce webinaire tout à fait passionnant, plein de questions, plein de réponses. Merci beaucoup à tous les 4. Je remercie aussi tous les gens qui se sont connectés, qui sont venus avec leurs interrogations. On a pu répondre à un certain nombre d'entre elles. Évidemment, on est au début de l'histoire de ce plan. Je vais faire un petit papier que je mettrai en ligne dans la journée en vous renvoyant les liens utiles qui vous permettront de commencer à confectionner vos dossiers. Alors, merci à Guillaume Schwab qui a répondu à plein de questions dans le chat. Sachez, alors je ne sais pas comment il fait pour aller aussi vite. Bon, j'ai jamais vu ça encore, mais bon. Je tenais aussi à vous dire que vous avez des sources d'informations auprès de l'Andes. Vincent Saunier, n'est-ce pas? Vous répondez. Il suffit d'aller sur le site de l'association. Oui, vous allez sur andes.fr et de la même façon que l'Andis, nous, on a une centaine de référents dans tous les départements de France qui peuvent vous accompagner si vous pour faciliter la lecture de la note, vous accompagner dans le montage de votre projet. Et on a une équipe de 10 personnes qui se tient à votre disposition pour ça. Il suffit simplement d'adhérer à l'Andes. Voilà. Marco, l'Andis fait un travail à peu près équivalent auprès des cadres des collectivités. Oui, tout à fait. C'est plutôt le réseau professionnel. Après, c'est un vrai binôme qu'on a avec l'Andes. Donc, nous, c'est plutôt l'agent qui adhère et pas la collectivité, pour la petite boutade. Et plus sérieusement, donc, bien évidemment, l'un et l'autre, les deux associations, on est à votre disposition, mais encore une fois, je pense que l'Agence nationale du sport l'est aussi. Voilà, mais en tout cas, au niveau de l'Andis, vous pouvez compter sur nous. Ok. Je vous souhaite une excellente journée à tous les 4. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire sur un thème qui sera sans doute assez proche. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.